je vous propose qu'on commence tranquillement cette conférence. Bienvenue. Merci d'être présents, aussi nombreux et aussi étalés dans la salle, du coup. Je vais me présenter un petit peu ce que je vais vous raconter pendant cette conférence. Donc moi, je m'appelle Nicolas Pinceau, je suis professeur des universités à Grenoble, au département de kiné de Grenoble. Et donc l'essentiel de mon activité professionnelle, c'est de faire de l'enseignement, de la recherche. Et je suis aussi vice-président du Conseil national de l'Ordre des kinés. Et donc c'est à ce titre-là que j'interviens là aujourd'hui pour cette conférence. Je me dois de déclarer comme tout professionnel de santé, je ne sais pas si ça va être fait beaucoup dans les conférences aujourd'hui, mais mes liens d'intérêt, donc mes liens d'intérêt financiers, j'en ai pas, puisque je suis payé par de l'argent public de l'université. Et j'ai quelques liens d'intérêt symboliques par le biais d'écrits que je peux faire ou de livres, mais qui n'ont pas de lien direct avec la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Voilà, alors moi je n'ai pas prévu de vous projeter des diapositives, etc. Je pensais qu'on pouvait faire un système plutôt d'échange, de questions-réponses, et pour qu'on ait quand même une base pour pouvoir faire des questions et que je puisse formuler des réponses, je vous propose 4 grands points, on va dire, sur lesquels je vous apporte quelques éclairages, on va dire, réglementaires, législatifs, de ce qui s'est passé dans la profession au cours des 10 dernières années. Et puis, ce qu'on envisage, ou en tout cas ce qu'on peut imaginer comme prospective de ce fait. Et il y a un découpage, du coup, de la présentation qui est sur la démographie de la profession. Pas mal de choses à dire sur la démographie. Bonjour Rémi. Il y a des éléments qui seront en lien avec la formation, et la formation initiale en particulier, des éléments qui seront en lien avec la recherche, et puis des éléments qui seront en lien avec l'exercice. Si jamais vous avez envie d'intervenir pendant la présentation, vous n'hésitez pas à le faire, vous levez la main, l'idée c'est que ce soit un peu interactif et dynamique. Est-ce que ça vous convient si on fonctionne comme ça? Parfait, très bien. Alors pour ce qui est de la démographie, donc le premier chapitre qu'on va ouvrir ensemble, on a pu faire et on fait régulièrement à l'ordre, tous les 2 ans à peu près, un grand rapport sur la démographie qu'on tire du tableau de l'ordre. Et donc à l'heure où je vous parle, là on a à peu près, je vais faire à chaque fois je ne vais pas le donner au numéro près, mais on a un petit peu plus de 105 000 kinésithérapeutes qui sont inscrits au tableau. Ce qui fait quand même de notre profession la première profession de rééducation en nombre et la 4e profession de santé en France. Donc on est nombreux et c'est une démographie qui est plutôt dynamique. Donc on a une progression. Alors ça peut faire peur à certains organismes ou à certaines tutelles. Et si on détaille un tout petit peu cette démographie, en fait, on est une profession qui, depuis quelques années, est majoritairement féminine. On a plus de femmes que d'hommes dans la profession, et c'est un phénomène qui risque de s'accentuer, puisque quand on regarde la dispersion des hommes et des femmes en études de kinésithérapie, on a aussi plus de filles que de garçons. Donc, normalement, on devrait avoir une profession qui se féminise encore. Alors, ça nous amène à un tout petit élément, peut-être que vous avez eu l'occasion de voir ça dans la presse cet été, c'est qu'on a quelques organismes qui sont chargés de faire la statistique, salut Seb, notamment l'adresse, l'INSEE, etc., qui ont maintenant pour mission, et c'est le cas aussi de certaines parties du ministère, de donner le nom d'une profession en fonction du sexe majoritaire de la profession. Et donc officiellement, par exemple, les infirmiers s'appellent la profession infirmière. Et du coup, vu que les kinésithérapeutes ont basculé sur un format plutôt féminin, on a eu la surprise de voir dans des textes officiels l'apparition du métier de masseuse kinésithérapeute. Donc c'est particulier, alors ça plaît ou ça plaît pas. Il y a beaucoup de filles qui, en tout cas, ont fait remonter le fait qu'elle ne souhaitait pas nécessairement s'appeler masseuse. Et il y a, voilà, dans la profession, une discussion sur le fait, du coup, de ne plus associer le mot masseur au mot kinésithérapeute. Et du coup, il n'y aura plus masseuse non plus, pour devenir exclusivement kinésithérapeute.
Donc, puisqu'on est là pour parler des discussions en cours, de l'avenir potentiel, en tout cas, cette discussion est posée. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Donc, toujours dans la démographie, on est nombreux, on l'a dit, et c'est très bien. C'est une démographie dynamique, mais qui, par contre, n'est pas très bien répartie en termes d'activités salariées exclusives ou en termes d'activités libérales ou mixtes. Donc, on a 15% de nos 105 000 kinésithérapeutes qui exercent dans une activité salariale exclusive. Et alors si on se focalise un tout petit peu sur ce format d'exercice particulier, on a été interroger les établissements de santé qui recrutent des kinésithérapeutes pour essayer de comprendre. On l'avait déjà fait en 2018 et on l'a refait pour essayer de voir comment évolue la situation des kinésithérapeutes salariés. On a une problématique dans les établissements de postes qui sont budgétés mais qui ne sont pas pourvus par des professionnels. Et cette situation s'aggrave un petit peu. Donc en fait, en moyenne, on a 16,6% des postes qui ont été budgétés, qui ont été non pourvus par des professionnels dans les établissements. Mais quand on regarde un petit peu plus en détail, en fait, ce n'est pas les gros établissements qui souffrent de cette situation, c'est surtout les petits établissements. Donc, après, je pourrais vous expliquer comment on a fait ça, mais les établissements qui ont moins de 7 équivalents temps plein dans l'établissement, eux souffrent en moyenne d'un déficit de professionnels de l'ordre de 38%. Donc, c'est quand même important et c'est beaucoup le secteur médico-social, les IME, etc. Une question. Les établissements, alors en fait, c'est les établissements au sens large qui salarient des kinésithérapeutes. Donc on va avoir l'hôpital, c'est 40% de nos répondants, mais on va avoir aussi tout ce qui... Alors il y a l'hôpital, il y a les centres de rééducation, il va y avoir aussi toutes les structures médico-sociales, les femmes, les MAS, les structures d'accueil d'enfants polyhandicapés, IME, IEM, etc. Et puis, on va avoir les établissements thermaux qui vont aussi recruter des kinésithérapeutes. Voilà, donc on a plusieurs catégories, sachant que 40% de ces établissements, c'est effectivement des établissements hospitaliers, pas forcément des gros CHU, ça peut être des centres hospitaliers de ville, plus petits. Voilà, et du coup, peut-être un dernier élément, puisqu'on est là sur un peu l'état des lieux de la kiné salariée. Ce qui s'est beaucoup aggravé, c'est pas tellement... c'est du coup pas tellement le taux de postes non pourvus, par contre c'est le taux de rotation à l'intérieur des établissements. Donc dans les répondants, on avait un peu plus de 150 établissements qui ont répondu à l'enquête et on s'aperçoit qu'il y a la moitié des établissements qui ont un taux de rotation qui est supérieur à 35%, c'est-à-dire qu'ils renouvellent un tiers de l'effectif de professionnels en cours d'année. Donc il y a un turnover qui est assez important dans ces établissements, et je le dis, c'est en sortant les établissements thermaux qui, eux, ont un turnover de fait, puisqu'ils sont saisonniers. Donc, en fait, forcément, il y a un gros turnover. Pour ce qui est de l'exercice plutôt libéral ou mixte, donc ce qu'on observe, c'est que on a une répartition sur le territoire des professionnels qui n'est pas homogène. Donc quand on regarde un petit peu ce qui se passe en termes de densité de professionnels, toujours sur les professionnels inscrits au tableau, on se retrouve avec certains départements. Alors si on prend par exemple l'outre-mer, on a les deux extrêmes assez proches. On a à Mayotte un déficit très 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 important de professionnels, puisqu'on est à peu près à 25,8 kinésithérapeutes pour 100 000 habitants. Et on est à 204 et quelques pour 100 000 habitants à La Réunion, qui est en fait relativement proche. Si on regarde la France métropolitaine, on se retrouve avec 84,8 professionnels pour 100 000 habitants en Normandie, quand on en a 185,5 en région PACA. Donc on se retrouve avec une densité qui est assez inhomogène, et la densité moyenne, elle, étant autour de 140 kinésithérapeutes pour 100 000 habitants. Voilà, ce qui nous place dans la moyenne européenne, on va dire. Et donc, en termes de perspective, c'est une difficulté de ne pas donner l'accès aux soins sur le territoire de manière homogène. Donc, il y a notamment l'avenant 7 qui a été signé. Et donc, on va pouvoir observer si l'avenant 7 améliore la situation de la répartition des professionnels. Ça fait partie des prospectives qu'il faudra aller étudier.
Toujours dans le chapitre démographie, j'aborde un autre sujet, le sujet de l'origine des diplômes des professionnels. Donc sur 105 000 professionnels inscrits, on a 28,3% des professionnels qui ont obtenu un diplôme en dehors de la France, la plupart du temps dans l'Union européenne. C'est un chiffre qui est en croissance. C'est un chiffre qui est en croissance et depuis 4 ans, on a un nombre d'autorisations d'exercice délivrées qui sont supérieurs au nombre d'étudiants français diplômés d'État dans un IFMK. Donc on s'aperçoit que cette proportion risque de grandir. Et quand on regarde qui sont les professionnels qui ont été diplômés hors de France, on s'aperçoit que dans plus de 60% des cas, 62,5% des cas, il s'agit de ressortissants français. Donc on a en fait des mobilités liées aux études et puis des retours la plupart du temps pour un exercice. Alors, historiquement, la Belgique a diplômé beaucoup de professionnels qui exercent en France. Les pays ensuite, c'est l'Espagne, la Pologne, la Roumanie, le Portugal. Une question qui peut se poser, c'est finalement, est-ce que les niveaux de formation sont équivalents? Alors, il y a des dispositifs pour essayer de mettre en place des mesures compensatoires quand ce n'est pas le cas. Il y a des défauts à ce type de mesures. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, le niveau d'études maintenant, on y vient juste après dans le chapitre formation initiale, est un petit peu différent entre les pays. Et donc, une prospective ou perspective professionnelle, c'est de travailler à la mise en place d'un cadre commun de formation entre les pays de l'Union européenne, pour qu'en fait, on ait le même niveau de compétences et à peu près les mêmes connaissances qui soient apportées aux étudiants en kinésithérapie, quel que soit le pays dans lequel ils font leurs études. En tout cas, c'est un moyen qu'on a d'essayer de s'assurer de la qualité, de la sécurité des soins, malgré la grande mobilité des professionnels en Europe. Voilà, alors après je pourrais détailler un petit peu ce processus de cadre commun s'il y en a que ça intéresse, si vous voulez poser des questions. J'ouvre le deuxième chapitre que je voulais aborder, qui est le chapitre de la formation. La formation initiale en kiné a pas mal bougé au cours des 10 dernières années. Et donc, pour rappel, parce que je vois qu'il y a des jeunes qui du coup doivent être au courant, il y a des moins jeunes qui sont très au courant quand même, mais potentiellement tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé dans le domaine de la formation. Donc on va faire quelques petits rappels. Donc en 2015, on a changé le format de la formation en kinésithérapie en modifiant la méthode d'apprentissage, en passant par des apprentissages par compétences et en changeant la durée des études. Donc on se retrouve avec une durée d'études de 4 années en institut, après avoir eu une année universitaire. Et donc cette réforme de 2015 a été travaillée, appliquée dans pas mal d'IFMK. Ça a pu donner lieu par la suite, alors c'est arrivé un peu plus tard, mais en 2021, à la reconnaissance du grade master pour les étudiants qui maintenant sont diplômés d'un diplôme d'État de kinésithérapie. Donc ça, c'est un des éléments qui est assez récent, la reconnaissance du grade master. Il faut distinguer le grade et le diplôme, c'est deux choses un peu différentes, mais en tout cas, c'est une avancée. L'autre élément, c'est la mise en place d'expérimentations, c'est-à-dire que chaque université a la possibilité d'expérimenter pour ses études de santé et du coup de faire des entorses aux grands textes de la formation en diplôme d'État. Et du coup, ça a quoi comme conséquence? Ça a comme conséquence qu'avant, tous les IFMK faisaient à peu près tout le programme à peu près en même temps. Donc, par exemple, vous pouviez passer d'un IFMK à un autre relativement facilement, etc. Et on pouvait considérer qu'il y avait une grande homogénéité dans ce qui était enseigné. Alors, c'était plus ou moins vrai, hein, pour être franc, mais maintenant, en fait, avec les expérimentations, on a des colorations qui sont un peu différentes entre les différents IFMK et entre les différentes universités. Et donc, ça pose un peu une question, c'est qu'on a un diplôme unique avec des façons d'arriver aux compétences qui changent un petit peu en fonction des territoires. Donc, ça crée un peu d'hétérogénéité. Et puis, un autre élément qui crée de l'hétérogénéité, mais qui n'est pas tellement de notre fait, c'est la mise en place, que vous avez peut-être suivi, de la réforme de l'entrée dans les études de santé. Donc là, on a, pour
les professions de santé en général, l'abandon de ce qu'on appelait la première année de médecine ou le PCEM, et puis on est passé par des voies d'accès diversifiées. Donc si je commence à rentrer dans le détail maintenant, on risque de perdre tout le monde, puisque le message à retenir, c'est que ça met beaucoup de complexité quand même dans la capacité à s'orienter vers une étude de santé, et en kinésithérapie en particulier, puisque plein de parcours différents, plein de voies différentes sont ouvertes. C'était ce qui était voulu, hein. Le problème, c'est que ça rend assez peu lisible, finalement, la manière qu'ont les étudiants de faire des études. Et parfois, ça a pour conséquence, moi j'ai par exemple des parents qui m'appellent, qui me disent en fait c'est devenu tellement compliqué, il y a des quotas, je ne sais plus par où il faut passer, et que du coup je pars à l'étranger, c'est facile, j'ai une école, je sais que ça va durer 3 ou 4 ans et c'est fini. Donc c'est en tout cas des éléments qu'il faudra peut-être poser et discuter. Cette complexification de l'entrée, donc en termes de perspective, bon, il faut ajouter un élément, je le dis ici, qui est assez récent, qui a été publié par la FNEC, c'est l'aggravation du coût de la rentrée pour les étudiants en kinésithérapie. Donc on est toujours sur une structure qui est un petit peu particulière sur la formation en kiné en France, puisqu'on a une cinquantaine d'IFMK, grosso modo, et on en a la moitié qui sont des IFMK privés sans but lucratif, on en a qui sont publics mais hospitaliers, on en a qui sont publics universitaires, et on en a qui sont privés à but lucratif. Et donc quand on fait une grande moyenne de tout ça, effectivement, les étudiants, en tout cas, souffrent d'une forme de précarité. On s'aperçoit que le nombre d'étudiants qui font des prêts pour faire leurs études est très important. Et donc dans les perspectives, ou en tout cas les questions qu'on peut se poser, c'est le processus d'universitarisation, il est lancé. La question c'est à quel rythme et jusqu'où on va dans l'universitarisation. Je n'ai pas nécessairement de réponse à ça, mais en tout cas c'est une question qui sera posée à la profession. Et puis quand même quelque chose qui semble relativement faire consensus, qui devait normalement être le cas dès le début des réformes, c'est la diplomation par les universités plutôt que la diplomation par le ministère de la Santé, qui du coup maintenant n'est plus présent dans le dispositif de formation, il est présent qu'à la fin pour diplômer. Voilà pour le chapitre formation initiale, et après on aura l'occasion de discuter, d'échanger sur le sujet. Sur le troisième chapitre que je voulais aborder, qui était le chapitre de la recherche, là aussi on a eu ces dernières années plutôt une accélération en termes de texte, puisqu'on a eu un point marquant en 2019, c'est la création d'une section des sciences de la rééducation et réadaptation au Conseil national des universités, ce qui marque pour les universités la création d'une discipline scientifique. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez attendu par la profession, qui a eu lieu, et ça a permis de qualifier aux fonctions de maître de conférence ou de professeur un certain nombre de professionnels, et ça leur a permis d'obtenir des postes de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs. Quelques chiffres comme ça pour vous donner un ordre d'idée. Sur 2021, c'est les derniers chiffres qui ont été publiés, on a 57 dossiers de qualification qui ont été reçus pour les maîtres de conférence, et il y en avait 17 qui concernaient des kinés. Donc on est quand même la profession majoritaire de cette section. Et il y en a 28 qui ont été qualifiés, dont 8 kinés. Là encore, c'était la profession majoritaire. La deuxième profession est en fait la profession des STAPS. Et c'est une des particularités de cette section, c'est qu'elle est dans les disciplines de santé, mais elle n'intègre pas que des professionnels de santé. Donc ça, c'est un des éléments, pareil, qui peut être discuté sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Il y a eu des créations de postes de chercheurs, peut-être à un rythme qui n'est pas celui qui avait été annoncé. Et donc, les enseignants-chercheurs qui sont dans ces postes sont dits mono-appartenants, c'est-à-dire qu'on leur retire la possibilité de faire une activité clinique salariée, hospitalière, ce qui du coup peut poser question, parce qu'on se retrouve à avoir des gens qui peuvent être déconnectés un petit peu de la pratique clinique. Alors, ils ont la possibilité de le faire en libéral, souvent pas le temps ni l'énergie, mais... Donc du coup, parmi les perspectives et les revendications qu'on peut discuter, c'est la création d'une sous-section pour les kinés à l'intérieur de la section CNU, puisque du coup, il y a des règles qui sont un peu différentes quand on est professionnel de santé ou pas à l'intérieur de la section. Et puis la capacité à développer un statut de bi-appartenant pour ces enseignants-chercheurs. Je pourrais y revenir si vous avez des questions dessus.
Dernier élément qu'on peut discuter concernant l'exercice. Donc l'exercice, on voit que même nos statistiques au niveau du rapport de la démographie traitent du nombre de professionnels. Et en fait, il y a une question, c'est est-ce que le nombre de professionnels reflète l'offre de soins? Et là, il y a des questions qui remontent assez souvent à l'ordre et qui, à mon avis, montrent une forme de confusion parfois dans les exercices, puisqu'il y a l'activité de la kinésithérapie et d'autres activités qui ne sont pas de la kinésithérapie et qui sont possibles pour un kinésithérapeute, la plupart du temps en sollicitant un avis ordinal, en particulier pour l'usage du titre où il faut obtenir un accord. Dans ce qui est de la kinésithérapie, on a des activités qui sont des activités de soins et des activités qui sont des activités qui ne sont pas du soin. Et là encore, parfois, on confond un petit peu. C'est du soin. Alors après, on va rajouter la notion de nomenclature, mais en fait, c'est tout en bas, ça, de la classification. Donc, on a le soin et ce qui n'est pas du soin. Et dans ce qui est du soin, on a du soin qui peut être non thérapeutique et du soin qui peut être thérapeutique. Et dans le soin qui peut être thérapeutique, enfin qui est thérapeutique, là on a la notion de je suis un professionnel conventionné avec l'assurance maladie ou non conventionné avec l'assurance maladie. Et ensuite viendra la question effectivement de la nomenclature. Donc ça c'était pour reposer juste le fait qu'il y a parfois une confusion qui peut être faite entre soins, non soins, thérapeutique, non thérapeutique et conventionné, non conventionné. Donc ça peut être l'occasion d'en discuter. Dans les avancées, puisqu'on est sur un état des lieux, en tout cas c'était la commande, il y a la question de la pratique avancée en kinésithérapie. La question de la pratique avancée, en fait, pour les auxiliaires médicaux existe dans la loi. On n'a pas de décret pour les kinésithérapeutes, mais on a quand même eu des dispositifs qui permettent des transferts de compétences ou des partages de tâches du corps médical vers les kinésithérapeutes. Ça a été le cas des protocoles de coopération dits nationaux. Donc il y a eu le protocole pour la lombalgie et le protocole pour l'entorse de cheville. Et il y a ces mêmes protocoles de coopération entre professionnels de santé qui existent sur le plan local. Donc là, il y en a pas mal des kinésithérapeutes qui ont créé des protocoles locaux qui permettent d'aller un petit peu au-delà des compétences du kinésithérapeute et de réaliser des actes ou des prescriptions ou des diagnostics qui ne sont normalement pas de son ressort. Et comme perspective, en tout cas, pour ces dispositifs, on va dire, de pratique avancée, même si ça ne porte pas son nom, la question qu'il faut se poser, à mon avis, qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un modèle qu'on souhaite pour la profession, aller vers des pratiques avancées? Se pose la question aussi des spécialités. On voit bien que c'est une attente importante des patients. Pour l'instant, ça n'existe pas dans notre profession, mais je pense que c'est un des éléments qu'il faudra discuter et ouvrir pour le futur. Il y a aussi des nouveaux rôles qui existent pour les kinésithérapeutes. Il y a les coordonnateurs, il y a les préventeurs qui se discutent. Donc tout ça, en fait, c'est les évolutions d'exercice. Certaines sont, comme le cas de la pratique avancée, encadrées sur le plan législatif, mais pas sur le plan réglementaire. D'autres, il n'y a rien du tout, donc on est encore en train d'en discuter. Et le dernier élément, ce serait peut-être l'accès direct qu'il faut mentionner, puisque la loi RIST a effectivement ouvert la possibilité de l'accès direct pour les professionnels salariés ou pour les professionnels en exercice de soins coordonnés dans certaines conditions, je ne vais pas détailler ici. Et il y a une expérimentation sur l'élargissement de cet accès direct dans des départements qui ont été choisis. Et donc la question, effectivement, en termes de prospective, c'est est-ce qu'on va vers un format d'accès direct pour tous les professionnels? Voilà, après j'ai égrené les 4 chapitres qu'on avait définis au début, la démographie, la formation initiale, la recherche, l'exercice. Il y a aussi des questions qui sont des questions d'ordre général qui impactent la santé et qui du coup impacteront la kinésithérapie et qu'on peut discuter même si je n'ai pas de réponse à fournir, qui peuvent être par exemple l'impact de l'intelligence artificielle sur l'exercice de la profession,
l'impact de la financiarisation sur la structure de nos exercices. Tout ça, c'est des questions qui sont d'actualité dans le domaine de la santé en général et du coup dans le domaine de la kinésithérapie en particulier. Et j'ai terminé mon propos. Maintenant, si vous voulez échanger sur le sujet, eh ben, je suis à votre disposition. Et puis d'ailleurs, on peut faire un échange beaucoup plus large qu'un ping-pong question-réponse. Pas de questions. Merci, Amy. Donc, soit c'était très clair, soit c'était trop peu clair pour que émerge une question, soit c'est trop tôt le matin. Personne. Allez. Alors, je pense qu'on va avoir un micro. Je n'ai pas lu les dernières informations sur le fameux avenant 7. Est-ce que c'est possible de refaire un tout petit point sur cet avenant 7 ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit moi le mieux placé pour faire un point sur l'avenant 7. Enfin, Mais l'avenant 7, en fait, a négocié des revalorisations de rémunération sur les actes. D'accord ? Donc, il a négocié aussi l'ouverture de nouvelles formes de remboursement d'actes, etc. Ce qui est beaucoup discuté, et quand j'en ai parlé, l'avenant 7, dans la formation, c'est que l'avenant 7 va essayer de contraindre les nouveaux diplômés à un exercice en secteur salarié ou à un exercice en secteur sous-doté en kinésithérapeute avant de pouvoir obtenir un conventionnement avec l'assurance maladie ailleurs sur le territoire, y compris dans les zones où, alors moi j'aime pas trop la zone surdotée, parce que je considère qu'on n'est pas surdoté nulle part, mais voilà. Ça s'appelle comment ? Prioritaire, non prioritaire. Voilà. Bah, du coup, tant mieux que vous avez changé de nom. Et du coup, l'idée, en fait, moi quand j'en parlais, c'est est-ce que ce dispositif va permettre une meilleure répartition des professionnels sur le territoire ? Et alors, si vous interrogez diverses parties de la profession, tout le monde n'est pas d'accord sur le. Par exemple, les étudiants considèrent que c'est une restriction un peu de leur liberté d'installation. Il y a une question qui peut se poser sur le turnover éventuel. Il y a une question qui peut se poser sur la capacité d'accueil en secteur salarié de tout ce monde. Et par contre, ce qui a été aussi mis dans l'avenant 7, si je ne fais pas d'erreur, mais du coup je suis surveillé par Sébastien Guérard là-bas, c'est par contre qu'il y ait un dispositif permettant de soulager les frais d'inscription des étudiants, donc qui doit se mettre en place, et du coup, vous voyez, qui répond à une autre problématique qui est que le coût des études est très cher. Voilà. Donc en fait, comme souvent, ces dispositifs, il faut attendre un petit peu pour en voir les effets. Et par contre, il faut que chaque élément de l'accord soit bien mis en œuvre, parce que en fait, si on n'en prend que la moitié, effectivement, là, on ne remplira pas notre... voilà. Est-ce qu'il y a un élément où tu veux compléter, Sébastien ? Merci beaucoup de me permettre de préciser un petit peu le propos. Tu l'as justement dit, Nicolas, sur d'une part le fait qu'un certain nombre de postes ne sont pas pourvus à l'hôpital et plus généralement dans les secteurs hospitaliers, sociaux, médico-sociaux. Aujourd'hui, petit à petit, on voit que les kinésithérapeutes sont remplacés dans certains établissements par d'autres professions. Qui pour certains d'ailleurs franchissent un petit peu les limites de la légalité d'exercice et de la pratique de la kinésithérapie, c'est notamment le cas dans les EHPAD. Et aujourd'hui, il y a un véritable défi politique à relever. Ça, c'est la première chose. Donc, cette mesure dans l'avenant permet aussi de renvoyer des kinésithérapeutes dans les établissements, de pourvoir ces postes et donc d'asseoir la place de la kinésithérapie en secteur hospitalier, puisque, Nicolas l'a justement précisé, on a un problème de répartition sur le territoire. On a à peu près 50% des kinésithérapeutes qui sont concentrés sur 10% du territoire. Donc c'est un vrai problème et la tutelle veut qu'on s'en saisisse. Le deuxième, c'est cette répartition entre la ville et l'hôpital, avec une préférence forte pour les kinésithérapeutes de se tourner vers le secteur libéral. Et c'est un petit peu historique et culturel dans notre pays. Mais encore une fois,
on doit asseoir notre place dans les établissements hospitaliers, sans quoi, en bout de chaîne, on verra petit à petit les compétences des kinésithérapeutes libéraux se faire déplumer. Donc il y a un véritable choix politique là-dedans. Et puis le deuxième, c'est effectivement répondre à la problématique financière des étudiants. Et j'ai fait partie des fondateurs de la FNEC il y a plus de 20 ans, donc je sais précisément de quoi je parle. C'était notre premier combat, en fait, rétablir une certaine forme d'équité entre les étudiants qui passent dans les écoles publiques, privées à but non lucratif ou privées. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas. Donc là, par la voie conventionnelle, on espère qu'on réussira, peut-être pas à annuler complètement les frais de formation, mais en tout cas à lisser et rétablir une certaine forme d'équité. Et puis, dernière chose, on a un souci, mais pour lequel ni les syndicats ni l'ordre ne sont responsables, c'est la croissance démographique de notre métier. C'est une chance pour nos populations, puisqu'on a multiplié quasiment par 2 le nombre de kinésithérapeutes en 20 ans, à peu près, hein, on peut se le dire. Sauf qu'en termes de soutenabilité financière pour l'assurance maladie, ça entraîne un déséquilibre extrêmement fort qui fait qu'aujourd'hui, l'assurance maladie n'a plus les moyens économiques, clairement, de répondre à cette croissance démographique permanente. Donc c'est aussi une façon de trouver un juste équilibre qui permet un certain niveau de revalorisation, qui de notre point de vue n'est pas encore suffisant, mais en tout cas qui a permis de dealer quelque chose avec l'assurance maladie, sans quoi on serait reparti pour un cycle de 5, peut-être 10 ans, sans revalorisation financière, sans augmentation, ce qu'on traverse depuis maintenant presque 10 ans, puisque les dernières revalorisations significatives, c'était l'avenant 3 en 2013. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, là-bas, et je reviens à vous. Ils me font marcher, je lutte contre la sédentarité. Ça prépare le talk de Rémi. Bonjour. J'avais une question pour faire suite au manque de professionnels de santé kinés dans les hôpitaux. Est-ce qu'il est envisageable, au même titre par exemple que les médecins qui ont des secteurs 1 ou secteur 2 s'ils ont fait des pratiques hospitalières, est-ce qu'il est envisageable que les kinés aient un jour des conventionnements secteur 1 et secteur 2? Pour l'instant, ce n'est pas discuté. Ça rejoint quand même la question des spécialités, le différentiel de rémunération. Et pour l'instant, en fait, on a des spécificités d'exercice, mais pas de spécialité. Par contre, il faut aussi avoir en tête que si on parle de spécialité, c'est pas chacun choisit sa spécialité comme il veut et s'installe où il veut. C'est que la spécialité, elle répond à des besoins de santé qui ont été bien définis. Je pense que c'est là qu'il y a que le bas blesse pour nous. En fait, on a mal, enfin, c'est pas nous, hein, mais l'État définit mal quels sont spécifiquement les besoins dans tel et tel champ. Et par exemple, en médecine, c'est pas tous ceux qui veulent être neurologues sont neurologues et s'installent où ils veulent. On définit qu'il y a tant de postes d'internes de neurologie qui sont ouverts dans telle subdivision médicale. Donc en fait, ça contraint quand même le format d'installation. Après, sur le secteur hospitalier, effectivement, il y a un déficit. Ce déficit, il était quand même essentiellement lié à la rémunération et à la considération des professionnels dans ce secteur. Là, pour le coup, c'est plus facile pour moi d'en parler. Je suis issu du secteur public depuis toujours. J'ai fait 10 ans d'hôpital avant de passer à l'université. Le Ségur a un peu amélioré sur le plan de la rémunération, mais en fait, ce n'est pas qu'un problème d'argent. Il y a aussi qu'on a changé les structures de soins hospitalières, par exemple, puisque c'est quand même plus de la moitié qui sont recrutés à l'hôpital, ce qui fait que la rééducation, entre il y a 20 ans, où finalement, après une chirurgie de hanche, les gens faisaient du post-op, restaient un petit peu à l'hôpital, donc en fait, il y avait le temps de faire de la rééducation. Maintenant, en fait, les formats d'hospitalisation font que le kiné, à part des premiers élevés, des fois, il est un peu limité dans ce qu'il peut proposer, donc l'intérêt de l'activité peut aussi diminuer. Par exemple, quand vous regardez secteur par secteur, il n'y a pratiquement aucun poste à pourvoir dans les secteurs de haute technicité comme l'anesthésie-réanimation, parce qu'en fait, l'intérêt, et pourtant ils sont rémunérés comme les autres, est beaucoup plus élevé. Donc en fait, c'est un sujet qui est complexe, et ce que je disais, c'est que le taux de postes non pourvus est particulièrement élevé dans les tout petits établissements où en fait c'est des temps partiels de kiné la plupart du temps. Vous voyez, il y a certains IME par exemple qui ont de quoi financer un mi-temps de kiné.
mais en fait, qu'est-ce qu'il fait sur l'autre mi-temps? Donc c'est ce type-là de dispositif qui va être compliqué. Donc autant je suis curieux de voir si effectivement on va réussir à solutionner le problème des postes non pourvus avec l'obligation faite aux étudiants. Autant j'ai peur que sur ces temps très partiels, en fait, ce soit un autre problème et que peut-être il faille réfléchir à des regroupements d'établissements pour créer des postes à temps plein. Et je voulais revenir sur l'accès direct aussi. Moi, personnellement, j'étais intéressée de le faire dans mon établissement, mais j'ai pas eu plus de... Parce que je travaille en CH, dans un tout petit CH et, de campagne, et c'est quelque chose qui m'intéressait, mais pour le coup, il n'y avait pas grand-chose... Enfin, j'ai pas eu plus d'informations pour pouvoir le mettre en pratique ou quoi que ce soit, sans doute parce que ma région n'avait pas été sélectionnée. Ou... Bref, j'aimerais en connaître un petit peu plus pour le côté pratico-pratique de cet accès direct. Alors, sur l'accès direct en établissement, en fait, de fait, l'établissement est un lieu de soins coordonné. Donc, les professionnels sont en accès direct quand ils sont en établissement de soins. Après, la grosse difficulté qu'on a sur les établissements, c'est à faire admettre aux directions et aux équipes médicales que c'est une prérogative des kinés. Et du coup, il y a beaucoup de moments où ça n'a pas beaucoup de sens dans les établissements, parce que par exemple, quand on est dans une structure où le médecin a fait les entrées des patients, en fait, il a eu le diagnostic médical et donc on a des indications de rééducation ou pas qui sont posées. Après, on peut quand même les remettre en cause. Par contre, là où en établissement, on a un petit peu d'accès direct qui s'est développé, c'est sur les services d'urgence, où il y a quelques professionnels qui ont réussi à le mettre en place. Et ensuite, dans des structures où, parce qu'on dit qu'il manque de kinés, en fait, il manque de tout, je crois, dans les structures salariées, y compris de personnel médical parfois. Et dans ces cas-là, finalement, collectivement, les gens sont assez d'accord pour mettre en place une ligne de consultation, par exemple, en accès direct par le kinésithérapeute. Donc, en fait, c'est une possibilité légale qui est offerte. Après, dans la pratique, il faut quand même que ce soit discuté avec les équipes sur quel est l'intérêt, pour quel type de patient, quelle indication, qu'est-ce qu'on fait comme retour au médecin quand on a vu les patients. Et donc, en fait, il y a quand même quelques professionnels qui nous font des retours qui l'ont mis en place, mais souvent avec une concertation avec l'équipe assez longue. Voilà, c'est pas facile à mettre en place. Merci. Bonjour. Alors moi j'ai une question en rapport avec un thème qu'on a traité qui est la kinésithérapie dans le développement sport-santé. En gros, on entend parler en tout cas de plus en plus de kinésithérapeutes qui peuvent avoir un rôle dans des salles de sport avec pas mal d'équipements sportifs, etc. Sur un mode un peu plus coaching, je pense, sportif, que une relation vraiment soignant-patient. Ma question est dans quelle mesure en fait la kiné peut prendre un développement beaucoup plus dans le sens santé sportive que soins vraiment par rapport à des pathologies. Comment vous voyez un petit peu le développement et je pense que c'est pas forcément la même casquette en fait. Coaching et soignant. Oui, ça revient sur la distinction que je faisais kinésithérapie et autre activité. Et en fait, là où il y a une ambiguïté, c'est que il y a certaines activités pour lesquelles le kiné est compétent pour le faire. C'est-à-dire qu'il a été formé et il peut le faire. À partir du moment où il est compétent et où les actes réalisés rentrent dans son champ de compétences, on considérera que c'est de l'activité de kinésithérapeute. Par contre, dans ces activités de kinésithérapeute, il y a des activités qui sont des activités de soins et il y a des activités qui ne sont pas des activités de soins. Et donc là où ça devient un petit peu compliqué à caractériser, c'est quand vous parlez de coaching, en fait le coaching n'est pas une activité de soins. Mais ce n'est pas une activité de soins qui peut être considérée comme étant pourtant de la compétence du kiné. Alors il y a juste un petit élément qui nous complique un tout petit peu la vie, c'est que si l'activité de coaching, c'est simplement donner des conseils, ou si l'activité de coaching consiste aussi à faire pratiquer l'activité physique à la personne,
Ben là, il y a le code du sport qui vient rajouter un niveau de complexité, puisqu'on ne peut pas finalement être rémunéré pour une activité qui relèverait de l'éducation sportive sans être titulaire de la carte d'éducateur sportif. Donc, en tout cas, si j'ai une recommandation à faire pour ceux qui font ce type de double activité, c'est de solliciter la carte d'éducateur sportif que vous avez le droit d'avoir en tant que kinésithérapeute. Et après, il y a une nouvelle confusion qu'il ne faut pas faire, et c'est là où c'est un point qui est un petit peu complexe, c'est que vous avez dit on pourrait faire du coaching sportif ou de l'activité avec des patients, mais pas dans le cadre de leurs soins. Mais en fait, si c'est des patients, en fait, à quel moment ça devient de l'activité physique adaptée, qui est en fait la poursuite de la prise en charge, et du coup, ça redevient du soin, l'activité physique adaptée, finalement. Et qui est non thérapeutique, mais qui est un soin quand même. Donc, j'ai conscience que cette démarcation, elle n'est pas hyper facile, mais il faut voir en fait à quel public vous vous adressez, sachant que ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est un soin thérapeutique, en dehors des cas d'accès direct, il vous faut une prescription médicale. Si c'est des soins non thérapeutiques, vous n'avez pas besoin d'avoir de prescription médicale, mais on reste dans le domaine du soin, donc ça a quelques conséquences déontologiques. Et si vous êtes dans quelque chose que vous pourriez exercer finalement sans être kinésithérapeute nécessairement, dans ces cas-là, on va sortir du cadre de l'activité de soins, et parfois on reste dans le cadre de l'activité kiné, parfois pas. Est-ce que ça a éclairci ou pas? En fait, c'est une sorte d'arbre décisionnel un peu complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je crois qu'on est arrivé de toute façon au bout de l'exposé et du temps qui m'était imparti. Merci et bonne journée.